Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur Télé Sud dans ce nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs francophones. L'invité du jour, il est d'origine ivoirienne, plutôt de nationalité française. Il est professeur de littérature française à l'université de Berne, en Suisse, docteur en philosophie et sciences sociales, et l'auteur de l'essai Adorno, une éthique de la souffrance, ou bien encore Ontologie de la pauvreté chez Heidegger. Je vous présente Bouraïma Ouattara. Bonjour, vous allez bien? Bonjour madame, tout va très bien, merci. Tout va très bien. Merci d'avoir Je vous répondu en prie, présent je à vous en notre prie. invitation. Alors, votre dernier ouvrage, cet essai, c'est La haine de soi dans le roman africain francophone aux éditions Présence africaine. Eh bien, commençons sans plus tarder la première partie de l'émission au fil des pages. Bouraïma Ouattara, tout d'abord, quel lien avez-vous avec Alassane Ouattara? Aucun lien. Aucun lien. Alors, parlons de votre essai, La haine de soi dans le roman africain francophone. Qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger un essai sur cette thématique, la haine de soi? Écoutez, c'est une thématique qui m'a traversé l'esprit au moment où j'ai rédigé ma thèse d'habilitation à l'université de Berne. Et donc j'en ai fait un projet et ce texte découle précisément de cette thèse d'habilitation. Alors la problématique de la haine de soi, elle traverse, ce me semble en tout cas, les romanciers et les romans produits par un certain nombre de nos auteurs qui ont pignon sur rue et qui, pour ainsi dire, ont une certaine célébrité. Alors, il me semble que c'était un sujet indépassable pour, en tout cas, ces romanciers qui nous donnent à voir des personnages tristes, des personnages en difficulté d'être avec leur peau, tout d'abord. Alors, justement, vous commencez votre ouvrage, cet essai, vous faites des liens avec les philosophes Adorno et Heidegger. Vous faites un lien justement entre la communauté juive et la communauté, la diaspora noire. Quel lien? Expliquez-moi. Alors, pour commencer, j'ai eu une relation particulière avec Adorno et Heidegger parce qu'ils ont été l'objet de ma thèse de doctorat. Et ce qui fait que chez Adorno et chez Heidegger, il y a d'une part, chez le premier Adorno, une réflexion très ardue sur la question des Noirs quand il est arrivé aux États-Unis. En ce qui concerne Heidegger, la problématique, elle est plutôt philosophique. On s'est posé à un moment donné la question de savoir si les négro-africains avaient une philosophie et que cela pourrait s'appeler ethnophilosophie. J'ai donc trouvé chez Martin Heidegger, à travers son premier texte Être et temps, j'ai trouvé des éléments qui m'ont furieusement fait penser qu'à un moment donné, il faut dire non à la philosophie et accorder une tâche à la pensée. C'est-à-dire donc là où il y avait une rationalité pure et dure, à partir de laquelle on pouvait définir la philosophie, Heidegger a installé quelque chose d'autre que la rationalité, battant ainsi en brèche les catégories fondamentales de la pensée de Husserl. Donc chez Heidegger, il y a les prémices d'une ethnophilosophie. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans un article qui est paru dans les cahiers d'études africaines. Et votre prémisse, vos prémices aussi, sur le plan philosophique, vous parlez de Théodore Lessing. Alors, Théodore Lessing est l'inventeur du concept de haine de soi à propos précisément de la communauté juive avant la montée de Hitler au pouvoir. Oui. Et en parlant de haine de soi, Lessing a proposé que c'était un concept qui avait une valeur universelle. Et donc, ce que j'ai fait, ça n'a jamais été qu'un transfert épistémologique d'un champ vers un autre. Et c'est en cela aussi que la relation avec la communauté juive apparaît dans ce texte. Alors, quand vous parlez de haine de soi, vous définissez une sorte de querelle de la négritude. Vous expliquez la négritude, mot créé, on va dire, philosophiquement par Aimé Césaire. Mais en fin de compte, vous expliquez qu'il y a une sorte d'identité, qu'il y a une sorte de confrontation dans le terme même de la négritude, le fait d'être nègre. Il faut dire que la négritude est un contre-discours
un contre-discours au sens où elle réinterroge non seulement le discours colonial, les récits coloniaux, mais aussi elle réinterroge en sa base l'anthropologie physique qui, jusqu'à une certaine époque, faisait du nègre une monstruosité. En cela, donc, la négritude me paraissait être une philosophie en pointe, une philosophie ô combien actuelle. Il aurait fallu la réactualiser, il aurait fallu lui donner de nouveaux supports. C'est en cela qu'elle m'est apparue indispensable pour aborder la problématique de la haine de soi. Mais quand on parle de négritude, on parle justement de dignité du noir. On ne parle pas de refus de soi ni de haine de soi. Alors, si vous voulez, dans les romans que j'ai examinés, la négritude apparaît à ces personnages comme une vieille lune. Autrement dit, en lieu et place de l'affirmation d'une dignité et d'une identité, les personnages d'aujourd'hui qui traversent ces romans, ces personnages-là ont des difficultés avec la catégorie même de négritude, si vous voulez. Ils rejettent la négritude, ils rejettent le fait d'être noir comme si cela procédait d'une essentialisation, disent-ils. Autrement dit, il faut dépasser la négritude. Mais au profit de quoi? La question demeure. Mais quand vous dites justement, pour moi, lorsqu'il est question de négritude, c'est-à-dire qu'il y a cette fierté, l'acceptation de soi, en tant qu'homme noir, femme noire, sa condition. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire lorsqu'on parle de négritude, en fin de compte, qui est ce rejet de soi, qu'on dépasse cette condition. Je ne comprends pas. Alors, pour faire vite, Oui. la détestation du fait d'être noir, en somme la négritude, elle passe par une série de comportements dans ces romans que l'on trouve. Par exemple, l'usage de produits corticoïdes, Oui. l'usage d'hydroquinone pour se blanchir la peau. Alors, il y a là un problème majeur. Il y a le fait qu'on essaye de transgresser, ou du moins d'aller au-delà du fait même d'être noir pour apparaître autre chose qu'on est. C'est ce que j'ai appelé le bovarisme, Oui. si vous voulez. Mais dans certains ouvrages que vous preniez comme exemple, on va citer L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Vous parlez de l'esthétique de l'errance, métaphore d'une quête orphique et d'un impossible retour à soi. C'est le roman de l'échec et de l'aporie. Alors, chez Cheikh Hamidou Kane, la chose paraît ambiguë. Elle est d'autant plus ambiguë que jusque-là, quand on a parlé de Cheikh Hamidou Kane, on a parlé de romans de la littérature négro-africaine. Or, une lecture attentive de ce texte nous permet de voir qu'en fait, Cheikh Hamidou Kane met en dialogue une culture musulmane en opposition à une culture chrétienne occidentale. Le fait nègre n'y apparaît pas. Alors la question, c'est de savoir si chez Cheikh Hamidou Kane, il y a lieu de parler de négritude. Peut-être que dans ses travaux ultérieurs, il en parle, mais dans l'aventure ambiguë, il n'y a aucune trace de négritude. Il y a des peuls Oui. islamisés, en discussion avec des chrétiens, notamment Blaise Pascal, dans l'aventure ambiguë, il en parle. Il parle de matérialisme historique, on parle de communisme. En tout cas, tout ce qui, ma foi, n'interroge pas la négritude et l'africanité en tant que telle. Alors, pourquoi certains auteurs africains francophones doivent-ils obligatoirement dépeindre dans la trame de l'histoire la condition du nègre? Pourquoi n'est-il pas un personnage qui vit une histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi faut-il toujours rappeler que le personnage a telle origine? Madame, si vous voulez, je ne l'aurais pas fait si il n'y avait pas en ce moment dans les sociétés occidentales quelque chose de pernicieux qui souterrainement traverse encore les discours. C'est que le nègre demeure porteur de préjugés contre lesquels il faut lutter. Je veux dire par là que le travail accompli par la négritude n'est pas achevé.
c'était un travail horizontal. Autrement dit, il y a une lutte à mener aujourd'hui contre les préjugés. Si je veux élargir le champ, je dirais qu'on ne demande pas à nos romanciers d'aujourd'hui quelque engagement politique que ce soit. Bien au contraire, on leur demande de lutter avec leur stylo contre les préjugés. Alors la question, c'est de savoir si on peut vivre sans préjugés. Alors, vous parlez de préjugés, mais vous cassez un peu l'image que reflète Alain Mabanckou dans ses œuvres. Par exemple, vous citez Black Bazar. Et là, vous dites « Le nègre fait rire, légèreté, ridicule, l'enfantillage du nègre, insouciant ». Mais justement, c'est une autre plume, c'est l'homme noir qui vit comme l'homme blanc. Sauf qu'il faut prendre en compte et en considération ce qu'on ne fait pas assez, la position du lectorat. Le lectorat auquel on a affaire est un lectorat européen. Et je ne suis pas sûr qu'un lecteur français qui achèterait du Mabanckou ou du Samy Tchak l'achèterait pour apprendre à parler ou pour apprendre à écrire français. Ce lectorat y va pour autre chose. Et cette autre chose, c'est les conditions d'existence des Noirs, des personnages noirs. Or, ce que ces auteurs nous donnent à voir, ma foi, ce ne sont pas des personnages représentatifs de ce que l'Afrique noire est. Je vous donne un exemple qui va peut-être déborder le cadre de l'Afrique noire. Comment vous pouvez imaginer qu'un romancier pense que l'inimitié entre un Africain et un Antillais tombe sous le coup du racisme? Il y a là un problème non seulement théorique, mais philosophique, si vous voulez. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression que la haine de soi passe ou est une question de posture pour un public de lecteurs donnés et ciblés. Alors, à ce public, il faut donner les éléments de l'ancienne anthropologie coloniale ou de l'ancienne ethnologie coloniale. Ça fait plaisir, ça fait rire. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que rire? Je me suis posé la question à travers ce texte parce que quand les philosophes comme Bergson, pour illustrer le rire, se posent une question fort simple. Ils disent pourquoi le noir fait-il rire? Pourquoi le nègre fait-il rire? En tout cas, tant que je n'aurai pas compris ces propos de Bergson, je trouverai qu'il est indécent de rire à certaines occasions. Vous parlez en fin de compte d'une différence entre refus de soi et haine de soi. Est-ce que justement ce refus de soi, cette haine de soi passe par cette transcription, c'est-à-dire que nous utilisons la langue française. Les écrivains africains francophones utilisent la langue française. Alors, est-ce que pour vous, c'est un refus de soi ou la haine de soi? Alors, en ce qui concerne l'usage de la langue, il est clair que quand on considère quelqu'un comme Aimé Césaire, Senghor, Damas ou même Frantz Fanon, on se rend compte de ce qu'ils ont adopté la langue française à leurs besoins. Autrement dit, nous en avons fait un instrument qui, en aucun cas, ne doit entamer notre essence. C'est la raison pour laquelle, chez certains auteurs tels que Henri Lopez, comme Sony Laboutansi, ou même chez Amadou Kourouma, il y a une espèce de réexamen, de revalorisation de la langue, dans la mesure où, dans leurs œuvres, on trouve des mots, des locutions de nos langues. Il y a donc une hybridité linguistique qui fait que le français, tel qu'on nous l'a enseigné, est désormais transformé et transfiguré en fonction de nos besoins. Ce qui fait que l'usage de la langue ne peut pas ressortir d'un refus de soi ni d'une haine de soi.
Parce qu'on pourrait s'exprimer en Wolof, Soninké, peu importe, si on veut écrire justement un livre pour mettre en valeur l'histoire Oui, de il y a un travail de sociolinguistique à faire pour valoriser nos langues, pour leur donner une espèce de support scientifique et épistémique. Mais enfin, c'est un long travail, si vous voulez. Dernière question. Est-ce que, par exemple, le roman Le Devoir de violence de Yambo Wologem est un roman, justement, qui ne parle pas de politique d'assimilation, d'acculturation? Alors, le roman de Yambo Wologem me pose problème. Euh, Il me pose problème précisément parce que il a été écrit à un moment où Yambo Wologem, ce me semble en tout cas, voulant se débarrasser des propos de la négritude, a donné l'image d'une Afrique sanguinolente, d'une Afrique barbare, d'une Afrique sauvage. Et en cela, ce texte me soucie beaucoup. L'image que cela renvoie? L'image de l'Afrique que cela renvoie. Précisément parce c'est pour ça que, à propos de ce texte, Senghor a dit que c'était un romancier talentueux, mais que le talent ne suffisait pas dès lors qu'il n'était pas soutenu par un sentiment de responsabilité. Je crois qu'à ce niveau-là, Senghor a tout dit. Alors, quelle est votre méthodologie, votre solution, pardon, pour que cette haine de soi devienne une acceptation de soi? Alors, je crois que il va être difficile de répondre à cette question, du moins dans une espèce de praxis politique. Hein. Je crois que la haine de soi continuera aussi longtemps que les Africains ne comprendront pas que finalement le développement politique, économique, etc., que le développement doit être un instrument et non une transformation de l'essence, de l'être que nous sommes. Après tout, l'être que nous sommes, nous n'avons pas à l'affirmer. Les autres nous le renvoient assez souvent pour qu'on en ait conscience. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bouraïma Ouattara, nous allons Merci. passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Bouraïma Ouattara, alors je l'ai dit précédemment, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Berne, en Suisse, docteur en philosophie et sciences sociales de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Alors, vous vivez en Suisse. Qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants suisses sur cette littérature française, francophone? Mais justement, mes étudiants sont très intéressés par tout ce qui concerne l'Afrique noire, notamment du point de vue de la francophonie. Et j'ai fait faire des enquêtes par mes étudiants à propos des livres qu'ils lisaient, des romanciers africains qu'ils lisaient. Ils me sont tous revenus avec cette idée angoissante et intrigante. Ils m'ont dit, mais quand on les lit, on a l'impression qu'ils ne s'aiment pas. Vous voyez la réaction d'un lectorat qui n'est pas africain, qui, au contact de ces livres-là, se fait une idée, se forge une image de l'Afrique, qu'elle soit vraie ou fausse. Mais en tous les cas, par la médiation de ces romans-là, la problématique de l'Afrique noire est biaisée en sa compréhension essentielle. Et vous êtes tout à fait d'accord avec vos étudiants? Écoutez, quand mes étudiants me soumettent des paragraphes, des passages où des romanciers disent que ceux qui occupent l'église Saint-Bernard n'ont qu'à aller occuper des églises au Rwanda, il est clair qu'il y a là quelque chose de très difficilement défendable. Alors, puisque eux-mêmes le disent, c'est que la sauvagerie leur est inhérente. Pense à tort ou à raison, les étudiants et les gens que j'ai pu interroger. Et au-delà même de mes étudiants, j'ai interrogé des gens sur la place de Paris, des gens que je ne vais pas nommer parce qu'ils sont encore en fonction, qui m'ont dit les réactions
indignés qu'ils ont eus à la lecture de Mabankou, de Sanitchak, etc., etc. Mais pourquoi les histoires d'un écrivain, on va dire, bien français, français de souche, voilà, pour bien imaginer la couleur de sa peau, ne va-t-il pas être étudié sous forme, on va dire, d'études sociales? L'histoire, c'est une histoire, c'est un personnage, des rencontres. Et pourquoi, lorsque c'est un écrivain africain, francophone, faut-il absolument étudier sous forme d'études sociologiques? Pourquoi ce n'est pas tout simplement une histoire qu'un écrivain raconte? Alors, je vais me permettre d'être un peu pédant. Je vais vous parler de colonialité ou de désobéissance épistémique. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte, dans une situation qui nous oblige intellectuellement à forger de nouveaux outils, à forger de nouvelles armes pour précisément combattre ces préjugés qui précèdent notre existence. C'est en cela que le romancier d'aujourd'hui ne peut pas avoir le même comportement, la même attitude intellectuelle que son homologue français. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais c'est s'instaurer des barrières, c'est s'obliger justement à ne pas être créatif, à se mettre des limites. Non, ce n'est pas antithétique à la création, non. Bien au contraire, ça ouvre. Ça oblige à des réflexions plus précises, plus ponctuelles. Évidemment, quand ceux qui écrivent sont des docteurs en sociologie, comme disait Liliane Castello, il y a de quoi être effrayé. Précisément parce que la dimension sociologique de leur texte est là. Elle est inévitable, elle est incontournable. C'est la raison pour laquelle, là où ils croient faire un travail sur l'imaginaire, en fait, il n'en est rien. Ils reproduisent des catégories de l'ethnologie, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai vu dans votre biographie, vous avez fait le tour du Brésil pour des conférences justement sur des thèmes liés à la négritude et à l'ethnologie coloniale. Qu'est-ce que cela vous a apporté, surtout au Brésil? Pourquoi au Brésil? Alors, ça a été un accident heureux de parcours. J'avais autrefois un étudiant qui est en poste au Brésil et donc il m'a invité pour une série de conférences. Alors, moi, j'ai été très ému de savoir que les Brésiliens étaient en attente de l'Afrique, qu'ils écoutaient l'Afrique. Et donc, la parole que moi, je leur apportais, ma foi, était une parole de responsabilité, une parole d'approfondissement de ce qu'ils savaient par oui-dire de l'Afrique noire. Ça a été une expérience enrichissante au cours de laquelle j'ai pu parler de religion africaine telle qu'elle a été transférée au Brésil. J'ai pu parler de Tierno Moné Nambo qui a travaillé aussi sur le Brésil. Et donc, ils étaient très curieux de savoir ce que pouvait receler une philosophie dite africaine. Et là, il y a eu de très bons moments d'échange. Est-ce que vous avez constaté une différence justement dans cette littérature francophone, contrairement à celle qui est anglophone, africaine? Je n'ai pas poussé ma curiosité jusque-là, mais si l'on tient compte des différents modes ou des différentes modalités de la colonisation, je suis sûr qu'il y a une différence sincère entre, d'une part, les tenants de la négritude et ceux-là de la personnalité africaine telle qu'elle se dégage du côté des colonies anglophones. Il est clair que dès lors que les Français ont pris le soin de proposer une politique d'assimilation ou donc de néantisation de l'être négro-africain, nous sommes arrivés à un moment où la haine de soi pouvait précisément ressortir de cette volonté d'assimilation ancienne. Merci beaucoup, Bouraïma Ouattara. Mais attention, ce n'est pas fini. Nous passons à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur.
Alors, votre coup de cœur, Bouraïma Ouattara, quel est-il, ce coup de cœur? Ah bon, le coup de cœur, il y en a plusieurs. Ça Oui. aurait pu être le discours sur le colonialisme de Césaire. Mais j'ai choisi Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Notamment un mot qui résume l'ensemble du texte. Il dit quelque part: oh, mon corps fait de moi un être qui interroge. Alors, on sait qu'il était psychiatre, on sait qu'il a étudié Maurice Merleau-Ponty et sa phénoménologie. Donc, cette espèce de psychiatrie phénoménologique rapportée à une lecture de l'expérience vécue, ça m'a paru être d'une beauté étonnante. Je crois que nous devrions pousser les gens à relire Fanon. Il n'a pas fait l'apologie de la violence, il a bien plutôt fait l'apologie de cette violence qui s'exerce sur notre corps et l'apologie du dépassement de cette violence-là. En tout cas, ce n'est pas l'apologie, comme vous dites, du dénigrement de soi. Non, absolument pas. Alors voilà, on parle de dénigrement, mais au fond, c'est un dénigrement. C'est-à-dire même que même la langue française joue à certains égards contre nous et approfondit le sentiment de haine de soi. Très bien. Merci beaucoup, Bouraïma Ouattara, de nous avoir expliqué un peu quelques passages de votre essai « La haine de soi » dans le roman africain francophone, voilà, aux éditions Présence africaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.